DIP des régimes matrimoniaux. Les relations de famille s'internationalisent. 2 M de Français expatriés, 15% des mariages célébrés en France qui comprennent un élément d'extranéité, et nombre de Français ont des biens à l'étranger. Le cours portera sur les régimes patrimoniaux. Il faut inclure le cas des personnes mariées, mais aussi les partenaires, PACS en droit français ou autres partenariats enregistrés. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la loi applicable à ces relations patrimoniales. En revanche, ceux qui n'ont pas formalisé leur union, comme les concubins, n'entrent pas dans l'objet du cours. Pourquoi? Car en DIP, ils ne relèvent pas d'une catégorie spécifique. Il n'y a ni règle de conflit de loi ni de juridiction qui concerne spécifiquement les concubins. Ils relèvent du droit commun. Pour les RM et RP, il y a des règles spécifiques. Les règlements Rome I et II précisent qu'ils excluent de leur champ d'application les obligations qui découlent des relations de famille, ou des relations réputées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets comparables aux obligations de famille, y compris les obligations alimentaires. Les obligations relatives aux RM et RP sont aussi explicitement exclues. Dans leurs considérants, 8 Rome I et 10 Rome II, il est précisé que les relations de famille devraient englober les liens de filiation, de mariage, d'alliance, et les liens collatéraux. La mention des effets comparables aux relations de famille doit être interprétée conformément au droit de l'État membre dans lequel la juridiction est saisie, loi du fort. La conséquence de cela est que, si le droit français considère le concubinage comme une relation de famille, les règlements Rome I et II sont exclus en cas de saisine du juge français, c'est une hypothèse, pas de jurisprudence. Aujourd'hui on a tendance à dire qu'en DIP les relations entre concubins dépendent de la question litigieuse ou ex-contractuelle ou délictuelle selon la question, mais doit-on se placer sous l'angle de Rome I et II ou du droit commun? Pas de jurisprudence, que des propositions de la doctrine qui a tendance à inclure les relations de concubins dans la catégorie statut personnel, comme les mariages et partenariats. L'article 3 du Code civil permettrait alors? Sur le terrain des conflits de juridiction, la Cour de justice a précisé que les litiges patrimoniaux entre concubins relèvent du règlement Bruxelles IBI, règlement de droit commun qui désigne le tribunal compétent en matière civile et commerciale. Comment déterminer la loi applicable? Au moyen d'une règle de conflit de loi. La question est quelle est cette règle? Cela a varié dans le temps. Le DIP a été réformé. On a une pluralité de sources qu'il faudra articuler entre elles. Parmi les sources de la règle de conflit, on a d'abord les règles de source nationale. On a celle du Code civil, et initialement, pour les RM de personnes mariées, la règle de conflit reposait sur l'article 3 du Code civil, mais également sur l'article 1134 du Code civil. Pourquoi? L'article 3, parce que c'était presque la seule règle de conflit figurant dans le Code civil depuis son adoption. Pour les RM, il faudra attendre la Convention de La Haye de 1978 et son entrée en vigueur pour avoir de nouvelles règles de conflit de loi en matière de RM. En l'absence de règles de conflit de loi, le juge français a construit les règles de DIP à partir de l'article 3 du Code civil. Pourquoi l'article 1134 ancien était aussi visé? C'est en raison du principe de l'autonomie de la volonté qu'il consacre. On considère depuis l'ancien droit que le droit des régimes matrimoniaux est à cheval sur plusieurs catégories juridiques. La catégorie du statut personnel en tant qu'elle intéresse les relations de famille au sein d'un couple. Le droit des RM relève également de la catégorie du statut réel, car les RM traitent des questions de propriété et de la gestion des biens. Mais en troisième lieu, ça relève également de la catégorie des contrats et des actes juridiques, dans la mesure où depuis longtemps, on considère que les époux choisissent le RM auquel ils sont soumis. Les époux peuvent choisir la loi qui est applicable à leur RM. Cette idée a émergé dès le XVIe siècle. Un arrêt de 1934 vise l'article 1134, et un arrêt de 1935, voir si c'est le même. Et arrêt du 6 juillet 1988. Article 515-7-1 du Code civil. Il concerne le PACS. Il n'a pas été introduit en 1999 avec la loi sur le PACS, mais par une loi du 12 mai 2009, loi de simplification du droit, qui pour simplifier a introduit une règle de conflit de loi qui n'existait pas, relative au PACS. Article 515-7-1. Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'état de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. Il est aussi possible d'enregistrer le partenariat au consulat, 2 Français veulent se paxer au Brésil. Ils peuvent s'adresser au consulat français, la loi applicable sera la loi française. Les autres sources que nationales. On a aussi des conventions, bilatérales et multilatérales. Bilatérales il y en a 2, la convention franco-polonaise de 19 et la franco-yougoslave de 1971. 3 des États de l'ex-Yougoslavie sont liés par cette convention, cherchez lesquels. Il faut citer un accord franco-allemand qui n'est pas une convention, accord du 4 février 2010 qui crée un régime matrimonial exceptionnel de participation aux acquêts. C'est une sorte de mix entre le régime français et le droit allemand. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas réservé aux couples franco-allemands. Ça crée un autre régime optionnel que l'on peut choisir à partir du moment où soit le droit français ou allemand sont applicables. 4e texte qu'on range parmi les conventions internationales,
Convention du 14 mars 1978 de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Convention multilatérale conclue dans le cadre de la conférence de La Haye. Seuls 3 États ont ratifié cette convention, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France. Les autres États membres de la conférence de La Haye ne l'ont pas ratifiée notamment car elle est complexe. Bien qu'il y ait maintenant un nouveau règlement de l'Union plus simple à mettre en œuvre, on doit l'étudier, car les couples formés avant l'entrée en vigueur de la Convention y sont encore soumis, et certains territoires d'outre-mer ne sont pas liés par le nouveau règlement. Troisième source pour désigner la loi applicable, ce sont 2 règlements du même jour, du 24 juin 2016, un pour la loi applicable au RM, un autre pour la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, EPE. Ces 2 règlements sont également relatifs à la compétence des tribunaux, à la reconnaissance, à l'exécution des décisions. Ils concernent les conflits de loi mais aussi les conflits de juridiction. Il faudra, pour savoir quelle est la loi applicable, identifier la source. Pour cela, il faut se pencher sur le champ d'application des différents textes, temporels, territorial et matériel. Le champ d'application temporel. Pour les époux, ça dépend principalement de la date du mariage. La Convention de La Haye est entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Elle s'applique à tous les époux qui se sont mariés à compter de cette date. Pour tous les époux mariés avant, on appliquera le droit commun issu du Code civil. À partir du 29 janvier 2019, application du règlement 2016/1103 sur les RM. Et 1104 pour les EPE, en vertu de l'article 69 du règlement qui traite des dispositions transitoires. Il faut toutefois noter que c'est la date du mariage qui compte, mais ensuite, le règlement comme la Convention de La Haye avant lui, permet de désigner la loi applicable au RM. Sauf que l'on peut soit désigner la loi applicable au moment du mariage, soit le faire plus tard. Si on le fait après le mariage, peut-être la désignation intervient-elle sur une période couverte par une autre période que celle de la date du mariage. De manière exceptionnelle, la Convention de La Haye pourra s'appliquer à des époux mariés avant sur un point précis, permettre la désignation ultérieure de la loi applicable. De la même manière, des époux mariés en 1999, sous la Convention de La Haye, mais ensuite, le règlement s'applique aux époux qui désignent la loi applicable à compter du 29 janvier 2019. Pour la désignation de la loi applicable, il n'y a que la date du mariage qui compte, sauf si en cours de mariage on change de loi applicable, ou que pour la première fois on désigne la loi applicable à notre régime. Quid des partenaires? C'est plus simple. Il n'y a que la date du 29 janvier 2019 qui entrera en jeu. Tout dépend de la date de conclusion du partenariat. Si c'est avant, application de l'article 515-7- introduit par la loi du 12 mai 2009. Quand bien même ils se seraient pacsés avant 2009. S'ils sont mariés après le 29 janvier 2019, application du règlement 2016/1104. Le champ d'application territorial et spatial. Plusieurs choses entrent en jeu, identifier les États contractants membres des différents instruments cités. Vérifier si ces instruments contiennent eux-mêmes des avec les autres internationales. S'agissant des règlements de 2016, ils ont été adoptés à l'issue de ce que l'on appelle la coopération renforcée. Système de règlement de l'Union lorsqu'il n'y a pas unanimité pour adopter une règle de droit dérivé. Le règlement ne sera applicable qu'entre quelques États membres de l'Union. Pour savoir lesquels, il faut se reporter au considérant 11 des textes, qui donne la liste des États liés. Dans les dispositions du règlement, il sera question des États membres. Lorsque le texte utilise le terme État membre, ça ne désigne que ceux qui ont participé à la coopération renforcée. Lorsque le texte désigne la loi applicable, on désignera la loi d'un État, mais il peut s'agir de n'importe quelle loi du monde. Il est prévu que la loi désignée est d'application universelle, peu importe la loi désignée. S'agissant des États contractants de la Convention de La Haye, seuls 3 États y participent, Luxembourg, Pays-Bas et France. Ensuite, il faut également pour savoir comment coordonner les différentes sources, vérifier qu'il n'existe pas dans le règlement ce que l'on appelle une clause de déconnexion. Or l'article 62 des 2 règlements de 2016 prévoit que le règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties. Par contre, le même article prévoit que le règlement prévaut entre États membres sur les conventions qui portent sur des matières régies par le règlement et auxquelles les États membres sont parties. De conséquence, si on prend le premier paragraphe, le règlement s'efface devant les 2 conventions bilatérales, franco-polonais et franco-yougoslave, si la question entre dans le champ d'application du règlement. Mais il prime sur la Convention de La Haye. Copier article 21 CLH. Le champ d'application matériel.
S'agissant du droit commun. Pour savoir si on met en œuvre la règle de conflit de loi, en droit commun, on regardait s'il y avait un élément d'extranéité. Une fois que la loi est désignée, à quoi s'applique-t-elle? Une fois que la loi est désignée selon le droit commun, la loi du régime matrimonial s'appliquera à de multiples questions. La validité au fond du contrat de mariage, qu'il y ait ou non désignation de loi. La validité des conventions matrimoniales qui vont s'ajouter au contrat de mariage. La loi désignée va également s'appliquer à la composition des patrimoines, s'agit-il de biens propres, communs? C'est la loi désignée par le régime qui le dira. La loi désignée va également régir les pouvoirs des époux sur les biens. La question du changement de régime, sa mutabilité ou immutabilité. Les causes de dissolution du régime. Toutes les modalités de liquidation du RM, façon de calculer les parts des époux, les récompenses, etc. D'où l'importance de la désignation de la loi applicable. En revanche, la loi du régime ne s'applique pas à certaines questions, les exclusions. Par exemple, la loi du régime ne s'applique pas aux droits successoraux du conjoint survivant. Ensuite, la loi du régime ne s'applique pas à la capacité des époux. Différent de la question des pouvoirs. Sont exclus également les obligations alimentaires et tout ce qui y est assimilé. Là aussi il y a d'autres règles de conflit spécifiques, auxquelles on a assimilé certains effets du mariage, comme la question de la contribution aux charges du mariage, c'est une exclusion. De même, ce qui découle est une conséquence du devoir de secours, il a également une nature alimentaire. Sont exclus également les contrats entre époux autres que les conventions matrimoniales, comme les sociétés entre époux, ou ventes en cours de mariage. Autre contrat exclu, la donation entre époux. On fait la distinction selon qu'il s'agit de biens présents ou à venir. Les donations de biens à venir relèvent de la loi successorale, elles ne prendront effet qu'au décès de l'époux donateur. En revanche, les donations de biens présents relèvent de la loi des effets du mariage. Il reste, dernière question, celle du régime primaire des articles 212 à 226 du Code civil. Selon le droit commun, par l'effet d'un arrêt Cresso du 20 octobre 1987, les règles du droit civil sont d'application territoriale, ce sont des lois de police. Il n'a pas fait de distinction. Ces articles sont d'application territoriale si les époux résident en France. Si les époux ne résident pas en France, les droits et devoirs du mariage dépendent de la loi des effets du mariage. Tout ceci a un certain nombre de conséquences, car certaines règles de notre régime primaire vont donc s'appliquer à des couples mariés dont le RM est régi par une loi étrangère. Si on prend un couple marié aux IU, ayant vécu aux IU au début du mariage, la loi de leur mariage sera celle de l'État des États-Unis. Ils s'installent en France. Le mari achète un logement à Paris. Ça devient le logement familial. L'achat a été effectué en propre par le mari. Il souhaiterait le vendre, application de 215 al. 3. Récemment, pour des personnes mariées selon la Convention de La Haye, arrêt du 12 juin 2024 selon lequel l'article 220 du Code civil sur les dettes ménagères est une loi de police. Elle intéresse la passive des époux par rapport aux tiers, règle protectrice des tiers, ce pourquoi la doctrine est d'accord avec cette décision. S'agissant des partenaires, il n'y a qu'une seule règle de conflit applicable, celle déjà citée, c'est l'article 515-7-1. Seules certaines exclusions formulées dans les travaux préparatoires, la lex libri ne s'applique pas à la capacité, aux successions, etc. En revanche, les effets personnels et patrimoniaux du partenariat sont bien régis par la lex libri. Pas de jurisprudence sur une quelconque loi de police à ce sujet. Peut-être l'équivalent des dettes ménagères? Sur le droit conventionnel? La Convention en donne pas de définition du régime matrimonial. Même si elle ne donne pas de définition du RM, on s'accorde à limiter son domaine aux relations pécuniaires entre époux. Par ailleurs, on utilise cette convention même quand on est confronté à des systèmes juridiques qui ne connaissent pas le matrimonial. Lorsqu'il y a un élément d'extranéité, on va faire un exercice d'adaptation du droit français, et de ses catégories. Lorsque les systèmes juridiques étrangers ne reconnaissent pas les régimes matrimoniaux comme système universel, on analysera ça comme un régime de séparation de biens. On va quand même utiliser la Convention de La Haye si les dates conviennent pour désigner la loi applicable, quand bien même la loi désignée ne connaît pas la notion de RM. Ensuite, la Convention dans son article 1er exclut un certain nombre de matières, les obligations alimentaires, les droits successoraux, la capacité. Par contre, elle est muette sur un certain nombre de questions, elle avait choisi de ne rien dire sur les donations entre époux, et sur le régime primaire. Donc pour tout ce qui concernerait le RPI, on en revient au droit commun.
S'agissant du droit de l'UE, les règlements de 2016. Ces règlements sont un peu plus précis sur ce champ matériel, ils donnent des définitions, font des exclusions, et donnent le domaine de la loi applicable. Parenthèse technique, les normes du règlement sont les articles 1 et S du texte, les considérants n'ont eux pas de caractère normatif. Ils aident toutefois à interpréter les articles du règlement. S'agissant du champ d'application général, il s'applique aux relations patrimoniales des époux ou partenaires, ayant une incidence transfrontière, considérant 14. Qu'est-ce que cela implique? Ces textes vont s'appliquer quelle que soit la loi nationale des époux. Ça ne veut pas dire que la nationalité des époux n'aura aucun rôle à jouer. La localisation des biens des époux n'a pas d'importance non plus. En revanche, il faut qu'il y ait une incidence transfrontière. Par exemple, il peut s'agir d'un couple de même nationalité, mais dont les époux n'ont pas la résidence dans le même pays, les deux ont la même nationalité, mais ils ont des biens dans un autre État que celui de leur nationalité ou résidence. Le lieu de célébration du mariage n'a aucune incidence sur la détermination du RM. Si les époux ou partenaires ont deux nationalités différentes, ça peut suffire à conférer à la relation une incidence transfrontière. Définition des RM et des conventions matrimoniales. Article 3 du règlement, à recopier. Que peut-on déduire de cette approche? Les règlements ne s'intéressent qu'aux relations pécuniaires. On exclut tous les aspects strictement personnels. Il faut ensuite regarder, à la lumière de l'article 1 du règlement, qui en délimite le champ d'application, et le fait de manière négative. Article 1er, on exclut les matières fiscales, douanières, et administratives. On ne traite que des aspects civils du RM. Suivent ensuite les exclusions qu'on a vues en droit commun, la capacité, les obligations alimentaires, l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage. Si on a un doute sur la validité du mariage, alors il n'y a pas de RM. Par contre, s'il faut vérifier la validité du mariage, ce n'est pas en application de ce règlement qu'on va le faire. On va mettre en œuvre notre règle de conflit en matière de mariage, qui figure articles 202.1 et 202.2 du Code civil. Il y a d'autres exclusions, pour la nature du droit réel portant sur un bien commun, savoir si on a affaire à un meuble ou immeuble, ça sera la lex récité. Il reste ensuite la question du régime primaire. Est-ce que le régime primaire relève du règlement de 2016? Est-ce que depuis qu'il est entré en vigueur on continue à appliquer les solutions qu'on a dégagées tout à l'heure? C'est là où il y a du changement par rapport au droit commun. Il ressort de plusieurs dispositions du règlement que finalement le règlement de 2016 inclut dans son champ matériel le régime primaire. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Autrement dit, la loi qu'il désigne régit également le régime primaire. Plusieurs textes. Déjà la définition large des RM que donne l'article 3, il inclut les relations relatives aux relations avec des tiers. Premier indice. Ensuite, il y a ce que prévoit le considérant 18, qui évoque le champ d'application, tous les aspects de droit CV des RM, les règles auxquelles les époux ne peuvent pas déroger. Il y a aussi comme autre texte indice de cette déduction, l'article 27 sur le domaine de la loi applicable une fois qu'elle est désignée. Les obligations d'un époux qui découlent d'un engagement pris par l'autre époux et des dettes de ce dernier. Ça peut inclure de manière large les dettes ménagères. Et c'est de l'article. Désormais, tout le régime primaire devrait être régi par la loi désignée. Toutefois, le problème c'est que le règlement réserve l'application des lois de police. C'est, rappelons-le, une disposition impérative du droit interne, dont on étend l'impérativité à l'ordre international pour des raisons d'intérêt général. Les règles du régime primaire sont-elles toutes des lois de police? Il faudra l'identifier au fur et à mesure, car c'est le juge qui identifie les lois de police. Le règlement réserve l'application des lois de police, article 30. Dans les considérants, notamment le 53, on décrit ce qui peut justifier l'application des exceptions fondées sur des lois de police. Dans la deuxième phrase, il donne un exemple, règle à caractère impératif telle que celle relative à la protection du logement familial. On a d'abord un principe général qui inclut le RPI dans le champ du règlement, sauf s'il y a une loi de police. Les lois de police qui peuvent appartenir au RPI s'appliqueront immédiatement. Il reste à savoir quelles dispositions vont se voir qualifiées de loi de police par le juge. 215 al 3 c'est déjà réglé par le considérant 53. Quid des al 1 et 2, sur le choix de la résidence commune du couple, est-ce une loi de police? Pour l'article 220, la Cour de cassation vient de dire que c'était une loi de police. Est-ce que même les articles 217 et 219 du Code civil, qui permettent d'agir de manière exceptionnelle en cas de crise ou lorsque l'intérêt de la famille le requiert, ou lorsque l'un des époux ne peut pas manifester son consentement,
ça dépend de comment on interprète ces dispositions. Sont ceux des dispositions de pouvoir, auquel cas elles relèvent du RM. S'agit-il de loi de police? Peut-être pas. Autre interprétation, ces dispositions ne permettent que d'augmenter la capacité de l'époux à agir. S'il s'agit d'une capacité, ça ne relève plus du règlement. Le renvoi ne joue pas en matière de RM, arrêt Guterres de 1972. Pourquoi? Car lorsque la règle de conflit de loi est fondée sur l'autonomie de la volonté, on ne fait pas jouer le renvoi. Cas aux déterminations de la loi applicable. La règle traditionnelle, droit commun, avant la convention de la HAYE, est celle dégagée par Dumoulin au XVIe siècle à l'occasion d'une consultation pour les époux de Ganay. Il démontre la nature contractuelle du régime matrimonial. Il a également été instigateur du principe d'autonomie de la volonté où les individus en matière contractuelle peuvent choisir leur loi. On peut choisir la loi du contrat, les RM ont une nature contractuelle, donc les époux peuvent choisir la loi applicable à leur RM. Le choix d'un RM procède déjà d'une expression de volonté. Mais selon Dumoulin, même en l'absence de choix exprès, le choix du RM légal est un contrat tacite. Approche subjectiviste du droit des RM. On peut chercher la volonté implicite des époux. La convention de la HAYE reprend en partie le principe d'une approche contractuelle, mais s'en éloigne aussi. Elle adopte une conception objectiviste de la loi applicable lorsque la volonté des époux ne s'est pas exprimée. Enfin, l'approche plus récente du droit de l'UE, dans la continuité de la convention de la HAYE. On conserve l'approche contractuelle, mais en cas d'absence de choix de la loi, approche objectiviste de la détermination de la loi applicable. On retient des indices extérieurs à la volonté des époux. Quelles sont les conséquences de cette approche contractuelle du choix du régime en DIP? Par principe, quelle que soit la période, la loi du RM est la loi choisie par les époux. Ensuite, à défaut de choix, il faut déterminer la loi applicable au régime. Dernière conséquence du caractère contractuel de la loi applicable, l'exclusion du renvoi arrêt Guterres. Selon la règle traditionnelle, les époux peuvent choisir n'importe quelle loi, sans limitation. Ainsi, même si les deux époux sont français, domiciliés en Italie, selon la règle traditionnelle, ils peuvent choisir n'importe quel autre droit étatique. On favorisait l'unité du régime. Une fois que la loi est choisie, elle s'appliquera à l'ensemble des biens des époux. De quelle manière pouvaient-ils choisir la loi de leur RM? Il doit s'agir d'un choix exprès, qui peut être exprimé sous différentes formes. Soit dans un contrat de mariage, soit par simple acte de désignation du droit applicable. Pour savoir quelle est la loi applicable à la forme du choix, contrat de mariage ou désignation de loi applicable, règle traditionnelle en matière de forme juridique est celle selon laquelle c'est la loi du lieu de conclusion de l'acte qui détermine les conditions de forme de l'acte juridique. Mais en même temps, dans la règle traditionnelle, cette règle est facultative dans la mesure où c'est un critère de rattachement alternatif, lieu de national des parties ou applicable au fond. Règle à coloration matérielle pour favoriser la validité de l'acte. Sur les couples de partenaires, la règle de conflit est beaucoup plus récente. Elle date de 2009 AR 515-7-1. Le partenariat en droit français n'existe que depuis fin 1999. La nouvelle loi s'applique quelle que soit la date de conclusion du partenariat, avant le règlement de l'UE. On appliquait alors la lex libri, sur les effets du partenariat, mais sans possibilité de choix exprès de la loi applicable. Depuis l'entrée en application du règlement de 2019, si on tient compte des dispositions transitoires, ces règlements sont applicables à tous les couples unis depuis le 29 janvier 2019, mais aussi à tous les couples qui désignent la loi applicable à compter de cette date. Du coup ils ne pouvaient pas mais maintenant ils peuvent, quelle que soit la date de leur union. Qu'en est-il depuis la convention de la HAYE 1er septembre 1992? Le principe est posé article 3 de la convention. Selon cet article, le principe de l'autonomie de la volonté est posé. Le choix est désormais limité, selon la convention. On peut choisir entre la loi nationale de l'un des époux, de la résidence habituelle de l'un des époux au moment de la désignation, soit loi de la première résidence habituelle de l'un des époux juste après le mariage. Ou enfin, dernière possibilité, dernier de l'article, ils peuvent uniquement pour les immeubles, choisir la loi du lieu de situation de l'immeuble, ça ne vaut que pour les immeubles, mais c'est faisable sur chaque immeuble, ex 3 lois différentes pour chacun des 3 immeubles. La loi désignée est d'application universelle. Pas nécessairement la loi d'un État contractant à la Convention de la Haye. Chapitre 2 aux lois applicables. Article 3. Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes. 1. La loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation. 2. La loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation. 3. La loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle. Après le mariage. La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation. Toujours sur cet article 3, si on s'en tient aux premières options, sans parler des immeubles, il est précisé que la loi s'applique à l'ensemble de leurs biens. En revanche, s'ils font usage du dernier de l'article 3, pour un ou plusieurs immeubles, la Convention permet un dépeçage de la loi applicable au régime. C'est une nouveauté supprimée par la loi de 2016. Articles 11 à 13, elle pose les conditions de forme du choix de loi applicable. Article 11. La désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage. Article 12. Le contrat de mariage est valable quant à la forme si celle-ci répond soit à la loi interne applicable au régime matrimonial, soit à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé. Il doit toujours faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux. Article 13. La désignation par stipulation expresse de la loi applicable doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation. Elle doit toujours faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux. Deux formes possibles, le simple choix de désignation, acte qui n'a pas d'autre objet que cette désignation, stipulation expresse contenue ou non dans un contrat. Ou bien les époux ont rédigé un contrat de mariage, et il résulta de la lettre de ce contrat que de manière non équivoque, les époux ont opté pour telle loi. S'agissant des règles de formes applicables à un contrat de mariage, l'article 12 pose une règle à rattachements alternatifs, voire supra. Il ajoute une règle matérielle, il doit toujours faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux. L'article 13 reprend les mêmes exigences pour les simples actes de désignation, doivent se faire dans les formes prévues pour un contrat de mariage, et est soumis soit à la loi du régime, mais peut aussi se conformer aux conditions exigées par la loi du lieu de désignation. Ça peut être le lieu de célébration du mariage. Et comme pour l'article 12, il y a une règle minimale, un écrit daté et signé des époux. Quid de la portée du choix de loi lorsqu'il n'y a pas de contrat de mariage? Article 1397 à 3, introduit en 1997 pour adapter le droit français à la Convention de la HAYE. À l'occasion du choix, les époux peuvent choisir la nature du RM. C'est moins lourd qu'un contrat de mariage ou changement de RM. Article 1397 à 3. Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les noms, qualités et résidence de la personne qui l'a établi. Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au Code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci. À l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux. Cour de cassation première cive, 19 décembre 2012 ou époux mariés en Syrie en 1995, convention de la HAYE applicable. Mariés en la forme confessionnelle, selon les rites de leur religion. Ils s'installent plus tard en France. Se pose la question de leur RM, et celle de la loi applicable à leur RM. L'un des époux soutenait que le mariage étant confessionnel selon le rite chrétien orthodoxe. Il équivalait alors à un contrat de mariage, sachant que selon le droit syrien, chaque couple est soumis aux règles de sa confession. Ça aboutissait alors à un régime séparatiste. Ils auraient pu se marier sous la forme laïque, mais en choisissant la forme confessionnelle, ils ont exprimé la volonté d'appliquer la loi orthodoxe. Or, aucune mention expresse, aucune mention indubitable, les articles 11 et suivants de la Convention de la HAYE n'ont pas été appliqués. Sur le règlement de l'Union. Selon les deux règlements de 2016, même principe d'application universelle de la loi désignée.
Mais les règlements de 2016 posent un principe d'unité de la loi applicable. D'emblée et de manière claire, on exclut toute possibilité de dépeçage. De quelle façon le choix pourra être fait? Parmi les lois ayant un lien étroit avec leur résidence habituelle ou leur nationalité. Il y a certes un principe de choix possible de loi applicable, mais ce choix est limité aux critères précités. Ce choix peut intervenir à tout moment. Considérant 45 du règlement, préambule. C'est l'article 22 qui donne avec précision les lois que les époux peuvent choisir. C'est nécessairement la loi de la nationalité ou la résidence au moment de la désignation. On retire la loi de la première résidence habituelle. L'article 23 pose d'abord une règle matérielle sur la question de la validité. La principale reste qu'on ait un écrit daté et signé, qui peut être électronique pour tenir compte des évolutions. Mais le reste du texte prévoit la possibilité d'appliquer également la loi de la résidence habituelle des deux époux si pose des exigences formelles réglementaires. Attention, cette règle n'est valable que pour les États membres. Pour les couples mariés, une fois qu'ils choisissent la loi applicable, peut se poser la question de la portée de ce choix. La question est ouverte car l'article 1397A3 a été introduit par le Code civil pour s'adapter à la Convention de la HAYE. Normalement il n'est pas applicable au cas soumis au règlement. Dans le préambule, il y a un considérant, le considérant 18, qui pourrait introduire un doute à ce sujet. Toutes les dispositions de la loi applicable. À chercher rien compris. Pour les partenaires, la règle du choix est également posée article 22. Pour les partenaires, il y a une option supplémentaire. Quid en l'absence de choix? Droit commun. Approche subjectiviste. À défaut de choix, on cherchait la volonté tacite des époux. Puisqu'on peut choisir le domicile, on considérait que les époux avaient choisi que leur RM serait soumis à la loi de leur premier domicile. Le domicile conjugal est le lieu où les époux entendaient fixer leur principal établissement de manière stable. Ça fait l'objet d'un contentieux important. Le principe reste que la loi applicable est la loi choisie. En l'absence de choix exprès, on recherche la volonté implicite. Pour rechercher la volonté implicite, le premier domicile conjugal, indice prépondérant, mais pas le seul indice possible. La Cour de cassation a plusieurs fois censuré des juges du fond car ce qu'il fallait c'était chercher la loi choisie. Arrêt Seltzer, il appartient aux juges du fond d'après les faits et circonstances, et notamment en tenant compte du choix du domicile matrimonial, le choix de statut matrimonial que les époux ont eu l'intention d'adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires. Le principe de base est qu'en fonction des faits et circonstances on doit chercher cette volonté. Sur l'évolution de cette interprétation. Un moment, la Cour de cassation disait que le lieu du premier domicile conjugal était une présomption simple de choix implicite. Puis plusieurs arrêts n'ont plus fait allusion à cette présomption. Arrêt du 8 juillet 2015 mariés au Maroc, 3 mois après ils s'installent en France où ils ont acquis un bien immobilier. Une dispute s'élève sur la question de savoir s'ils sont soumis au régime de séparation du droit marocain, ou s'ils sont soumis au régime de la communauté du droit français. Appréciation souveraine des juges du fond. Dans l'acte d'acquisition de l'immeuble il était indiqué qu'ils étaient mariés sous le régime marocain. On ne pouvait en déduire que les parties avaient entendu choisir le régime marocain. Cet acte d'acquisition indique qu'ils ont choisi le droit marocain. Le fait dans un acte d'acquisition, même problème dans les arrêts de 2017 rejugés en 2019, qui n'est pas un acte qui a un rapport direct avec les relations patrimoniales entre les époux, ne vaut pas choix de loi applicable. On se situe hors convention de la HAYE ici. Dans les arrêts de 2017, ça ne répondait pas non plus aux articles 11 et S, donc pas de choix valable au contrat de mariage ou choix exprès. Autre arrêt, celui du 28 janvier 2015. Épouse afghan mariée en Afghanistan en 1974. Quelque temps plus tard, le mari s'installe en France où il avait trouvé un travail dans un établissement médical. Les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures au mariage qui éclairent sur la localisation des intérêts pécuniaires des époux. Ils sont arrivés en France 3 ans après le mariage avec leur fille. Acquisition de la nationalité française, exercice de la profession de médecin en France. Pas eu de domicile stable en Afghanistan. Là, on ne détermine pas par rapport au premier domicile conjugal. Bien qu'ils soient restés 3 ans avant de venir en France, on considère qu'ils ont eu l'intention de s'installer en France et d'y localiser leurs intérêts pécuniaires. C'est là où est intéressante l'évolution du vocabulaire utilisé par la Cour de cassation. Dans l'affaire du 3 octobre 2019, Algériens mariés en Algérie sans contrat en 1982. En 1995 ils se sont installés en France, ont acquis la nationalité française,
s'opposent sur la nature de leur RM au moment de leur divorce. Dans l'arrêt de 2017, il était aussi question d'actes de vente ou donation où était mentionné qu'ils étaient mariés sous tel régime. Une fois qu'il était acquis que cette désignation de la loi applicable ne valait pas désignation au sens de la Convention de La Haye, il fallait de nouveau chercher la loi initialement applicable. Les juges ont procédé comme en 2015, se sont basés sur un certain nombre d'indices. Arrêt de la Cour de cassation qui vise l'article 3 du Code civil, qui dit que la détermination de la loi applicable doit être faite en application principalement de leur premier domicile conjugal. Cette règle ne constitue qu'une présomption qui peut être détruite par une autre preuve. Dans l'affaire, ils ne se sont installés en France que 12 ans après le mariage. Ces circonstances postérieures peuvent être prises en compte, mais 12 ans après le mariage ça semble trop long, impropre à montrer la volonté au moment du mariage. Plus récemment, arrêt du 20 septembre 2023. Époux algérien, marié sans contrat. Réintroduction de la présomption. Cette présomption facilite le travail du praticien. Vérifier les arrêts. À défaut de choix selon la convention de la HAYE. Articles 4 et 5. Passage le plus complexe, et raison pour laquelle peu d'États ont ratifié la convention. Par principe, à défaut de choix, la loi est celle de la première résidence habituelle après le mariage. On passe du critère du domicile conjugal à la résidence habituelle. Les deux notions diffèrent. Le domicile a une définition légale, en France article 102 et S du Code civil. Lié à la volonté de fixer son établissement à un endroit même si on n'y habite pas réellement. L'article 4 ne s'est pas contenté de cette règle. Il pose deux séries d'exceptions, en faveur de la loi nationale commune des époux, et en faveur de la loi des liens les plus étroits. Comment passe-t-on du principe aux deux séries d'exceptions? Le 2 prévoit que la loi nationale commune s'applique lorsque les deux époux, au moment du mariage, n'avaient pas de résidence commune dans le même État. La Convention en s'arrête pas là. Elle prévoit également d'appliquer la loi nationale commune, lorsque les époux sont des ressortissants d'un État contractant, qui a fait la déclaration de l'article 5. Seuls les Pays-Bas ont fait cette déclaration. Ça ne pourra concerner que deux époux néerlandais. L'un des époux pourrait avoir une double nationalité, mais dès lors que les deux ont la nationalité néerlandaise, cette exception s'applique. Cette exception souffre elle-même une exception. C'est si les époux ont conservé pendant 5 ans leur résidence habituelle dans un autre État avant le mariage article 5 al. 2. C'est aussi le cas lorsque les époux fixent leur première résidence habituelle commune, quelle que soit la nationalité, dans un État qui a fait la déclaration, Pays-Bas, ou dans un État qui applique la loi nationale, mécanisme du renvoi. Article 4. Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux. 1. Lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet État et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article. 2. Lorsque cet État n'est pas partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. A. Dans un État ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou B. Dans un État qui n'est pas partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale. 3. Lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, ils présentent les liens les plus étroits. Article 5. Tout État pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une déclaration entraînant l'application de sa loi interne, selon l'article 4, alinéa 2, chiffre 1. Cette déclaration n'aura pas d'effet pour des époux qui conservent tous deux leur résidence habituelle sur le territoire de l'État où, au moment du mariage, l'un et l'autre avaient leur résidence habituelle depuis 5 ans au moins. Sauf si cet État est un État contractant ayant fait la déclaration prévue par l'alinéa 1er du présent article, ou un État non partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit l'application de la loi nationale. Deuxième série d'exceptions, celle en faveur des liens les plus étroits, troisième de l'article 4. Ici les époux n'établissent pas de résidence habituelle dans un même État. Ils n'ont pas non plus de nationalité commune. Il faudra alors déterminer au cas par cas la loi des liens les plus étroits. Selon le règlement de l'UE. Article 26,
pour les couples mariés ou partenaires. Le règlement est plus simple, à défaut de choix, règle de conflit à règlement en cascade. Les règlements sont hiérarchisés. En l'absence de choix, par principe la loi applicable au régime est la loi de la première résidence commune des époux. C'est le même principe que celui posé dans la convention de la HAYE. À défaut, s'ils n'ont pas leur résidence dans le même pays après le mariage, c'est la nationalité commune des époux. À défaut, c'est la loi des liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances. La loi des liens les plus étroits sera également désignée si les époux bien qu'ayant une nationalité commune, ont en fait plusieurs nationalités communes. Petite exception, 3, limite la portée de la désignation à défaut de choix. Seulement dans des circonstances exceptionnelles, et il faut demander au juge judiciaire d'un État membre. Si au moment de la dissolution du RM, un époux arrive à démontrer que dans les temps qui ont précédé la dissolution du RM, ils ont résidé pendant une durée significativement plus longue que dans l'état de leur première résidence habituelle après le mariage, l'époux peut exceptionnellement demander au juge de voir appliquer cette loi. Toute une série de conditions. Le B dit qu'il faut démontrer que les époux se sont toujours fondés sur cette loi. Pour les partenaires, c'est la même idée. Les rattachements subsidiaires ne sont pas les mêmes. Aussi article 28 du règlement EPE. À défaut de loi choisie, la loi applicable au RM de partenaires est la lex libri. Pas de rattachement en cascade, pas d'exception, sauf celle du 3, si c'était la loi implicitement choisie, et la loi de l'autre État a été significativement plus longue, ils peuvent demander à être régis par la loi de la dernière résidence habituelle commune. Le changement de loi applicable au régime. Se pose la question du changement de RM en cours d'union. En DIP se pose également la question du changement de loi applicable. Cela peut impliquer ou non un changement de RM. En droit commun. Dans le droit traditionnel, il n'y avait changement de loi applicable que si la loi initialement applicable le permettait. Sinon, c'est une immutabilité. Ça résulte de l'arrêt Seltzer de 1935. Pour le droit conventionnel, il faut se référer aux articles 6 et 7 de la Convention de La Haye. Parenthèse, il ne traite que le changement de loi applicable, pas expressément de changement de RM. Elle envisage un changement possible parce que ça peut permettre une adaptation à la situation des époux. Changer de loi applicable permet de s'adapter à une nouvelle situation. Tout en maintenant le principe de permanence du rattachement, la Convention de La Haye a permis une double mutabilité, mutabilité de loi applicable, de deux façons. Soit de manière volontaire, article 6, soit la mutabilité automatique, prévue article 7. En droit conventionnel. Les articles 6 et 7 prévoient pour l'article 6 un changement volontaire de loi applicable, et l'article 7 un changement automatique. Le premier a eu un succès pratique. L'article 7 est plus discutable. L'article 6 le changement volontaire de loi applicable. Il prévoit que les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre le RM à une loi interne autre que celle qui était jusqu'alors applicable. Possibilité à n'importe quel moment du mariage de modifier la loi applicable au RM. Cette possibilité de changement, en vertu de l'article 6 de la Convention est possible tant pour les époux ayant conclu un contrat de mariage que pour ceux n'en ayant pas conclu, ouvert à ceux qui avaient désigné la loi applicable au régime comme à ceux ne l'ayant pas encore fait. C'est possible quelle que soit la date du mariage, même pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, inscrits dans les dispositions transitoires. Quant au choix de loi, lorsque les époux choisissent la loi initialement applicable ils n'avaient qu'un choix limité de loi. Selon l'article 3, possibilité de choisir la loi de la RCE que l'un des époux avait juste avant le mariage. Cette dernière possibilité disparaît avec l'article 6. Une fois qu'ils choisissent la loi, ils ont également la possibilité de choisir la nature de leur RM, ce en vertu de l'article 1397 A3 du Code civil. En revanche, pour effectuer ce changement de loi applicable ou premier choix de loi, il faut respecter les conditions de forme des articles 11 à 13 de la Convention. A minima, il faut un écrit daté et signé par les époux. Il faut que l'acte soit un acte qui ait le changement de loi applicable pour objet. Il a été question récemment devant la Cour de cassation, de savoir si la mention lors d'un acte courant du fait que les époux étaient mariés sous le régime légal français valait désignation de la loi en cours d'union. Mariés en Algérie en 1982, avant la Convention de La Haye. Ont vécu en Algérie, et en 1995, LS s'installe en France et par la suite acquiert la nationalité française. En 2015 ils divorcent, litige autour du RM. L'un prétend qu'ils sont mariés sous le régime de séparation algérien, l'autre qu'ils sont sous le régime légal français.
Ce dernier prend appui notamment sur un acte d'achat immobilier où il est inscrit qu'ils sont sous le régime français. La Cour relève que les conditions de forme de désignation de la loi applicable exigées par la Convention de l'Haye n'avaient pas été respectées. Il s'agissait bien d'un acte notarié, mais qui avait un autre objet que celui de déterminer la loi applicable. Selon l'article 6, le changement de loi applicable produit un effet rétroactif au jour du mariage. PQ. Car dans l'article 6 avant-dernier paragraphe on dit « à l'ensemble de leurs biens ». L'avantage est qu'au moment de la dissolution il n'y aura qu'une seule loi à appliquer, un seul régime à liquider. Les époux peuvent s'opposer à cette rétroactivité, auquel cas ils devront liquider le premier régime applicable, puis continueront selon le second. Principe de permanence du rattachement. La loi initialement applicable au régime reste applicable tant que les époux, sauf 3 changements automatiques en cours d'union. C'est toujours au profit de la loi de la nouvelle résidence habituelle. Ça ne peut pas s'appliquer aux époux mariés avant le 1er septembre 1992. De même, si les époux ont conclu un contrat de mariage ou désigné la loi applicable, c'est exclu. Premier cas de changement, lorsqu'ils fixent leur résidence habituelle dans un nouvel État. Si la loi de cette nouvelle résidence habituelle est la loi de la nationalité des 2 époux, ou bien si, alors que ce n'est pas leur nationalité, mais qu'ils acquièrent cette nationalité, la loi de cette résidence devient la loi applicable à leur régime. Voir la condition de 10 ans. Dernier passage de l'article 7, les époux déménagent, et fixent leur résidence habituelle dans un nouvel État. Cette loi de nouvelle résidence habituelle peut s'appliquer immédiatement si jusque-là leur RM était soumis à leur loi nationale commune, mais uniquement en vertu de l'article 4 al 2 chiffre 3. Ceux qui se sont vus appliquer la loi nationale car au moment du mariage n'avaient pas de résidence habituelle dans le même État. 2 époux marocains se marient au Maroc. Au moment du mariage et juste après, le mari travaillait et résidait en France alors que son épouse résidait au Maroc. Si l'on s'en tient là, la loi applicable à leur RM, selon l'article 4, on peut désigner la loi nationale commune des époux, car pas de résidence commune. Si quelques années plus tard, l'épouse rejoint son époux en France, alors leur RM va automatiquement devenir soumis à la loi française. Ce changement automatique de loi applicable joue sans rétroactivité. C'est ce qui résulte de l'article 8 de la Convention. Toutefois, le 2 permet de s'opposer à cette non-rétroactivité, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers. Y a-t-il des moyens de s'opposer à la mutabilité automatique? Oui. Mais les 2 moyens sont soit de rédiger un contrat de mariage. Si c'est un changement de régime matrimonial, ça se fait selon les conditions de la loi initialement applicable. Autre possibilité, celle d'utiliser l'article 6, et appliquer la loi applicable au régime, aujourd'hui on utiliserait le règlement. Ça neutraliserait le jeu de l'article 7. L'article 6 a toujours été interprété dans le sens où il permet à la fois de désigner une loi applicable, mais aussi de conforter une loi déjà applicable. Pour pouvoir faire cette désignation, encore faut-il le faire à un moment où l'on se trouve dans une situation qui comporte des éléments d'extranéité. Par exemple le faire avant un déménagement. Le droit de l'union. Ça concerne aussi bien les couples mariés que les couples de partenaires. Dans les 2 règlements, la règle figure article 22. Selon les 2 règlements, seul le changement volontaire est possible, pas de changement automatique. Les options restent les mêmes que celles vues supra pour les désignations qui ont lieu au moment du mariage. Autre changement, ce changement de loi applicable n'est pas rétroactif, sauf volonté contraire des époux. 2. Si les époux décident d'un changement rétroactif, ça ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. Cette possibilité de changement est ouverte à tous les époux, quelle que soit la date de leur mariage. S'agissant de la forme de désignation en cours d'union, le règlement prévoit des conditions de forme article 23. On l'a déjà dit, le renvoi ne joue pas. Toutefois, veillez à l'ordre public international. Il n'est pas certain que le notaire ait à écarter l'application de la loi étrangère pour contrariété à l'ordre public international. Il peut informer les parties de ce que la loi applicable à leur régime est contraire à l'ordre public international, et soit les conseiller de saisir le juge, ou alors refuser d'officier. Le règlement réserve également l'application des lois de police, article 30. On en avait parlé à propos du régime primaire, désormais, selon le règlement, le régime primaire est régi par la loi du régime sous réserve de l'application des lois de police. Arrêt du 12 juin 2024, l'article 220 du Code civil est une loi de police. Cas pratique, droit commun, principe d'autonomie de la volonté. Mais rien de désigné expressément. Arrêt Seltzer 1935, volonté implicite. On cherche des indices, et le premier domicile conjugal des époux est un élément prépondérant.
Ce n'est pas le seul critère de recherche de la volonté implicite, des éléments postérieurs au mariage peuvent éclairer le juge sur la volonté des époux. Il faut que les éléments qui renversent la présomption ne se situent pas trop loin niveau temporel par rapport au mariage, plus 12 ans c'est trop long. Il faut que ça donne un indice sur la volonté des époux au jour du mariage. Rapidement après le mariage ils ont cherché et obtenu des postes professionnels en France, leurs enfants y sont nés, et ils ont commencé à acquérir des biens en France. Ils avaient dès leur mariage l'intention de localiser leurs intérêts pécuniaires en France. Arrêt Cresso 1987, article 212 et S. Applicable de manière immédiate. Convention sur les lois alimentaires. Lorsque les époux ne résident pas en France. Seuls si les époux habitent en France, le RPI s'applique comme loi de police. Maintenant, mariés en 1993, article 4 résidence habituelle. C'est donc la loi italienne qui doit être désignée. Pas d'autre interprétation possible. La Convention de La Haye étant applicable, il ne suffira pas de désigner la loi initialement applicable. Les époux sont mariés sans contrat et n'ont jamais désigné de loi applicable. Leur situation est soumise au jeu de l'article 7 de la Convention. Quel est le premier changement automatique? Ils sont tous les deux de nationalité française, donc premier changement automatique lorsqu'ils déménagent en France. En 1988 ils déménagent en Italie. On propose aux époux de faire une désignation de loi applicable sur le fondement des articles 22 et 23 du règlement de l'Union. La situation des époux serait alors soumise au règlement, et le régime primaire serait celui de la loi désignée. Ça permet de ne pas avoir de changement automatique. Autre cas, deux époux de nationalité afghane, mariés en Afghanistan.